Amel, merci d'être venu pour cette deuxième interview sur la réalisation. Donc, les gens posaient pas mal de questions, je les ai un petit peu organisées, il y en a qui sont répétées, donc forcément je vais pas poser forcément toutes vos questions, vous n'allez pas forcément toutes les reconnaître, mais elles sont toutes là. Donc d'abord, la première, une qui a été pas mal posée, t'as fait quelles études pour devenir réalisateur ? Alors, bonjour Alice. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour être réalisateur ? J'ai fait l'école des Gobelins. J'ai fait ça en tant qu'animateur 3D. Donc j'ai appris l'animation 3D, un peu de dessin et tout. Et ensuite, pour devenir réalisateur, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'anime en tant que character designer. Et j'ai développé pas mal de projets. Beaucoup de projets, j'ai fait ce qu'on appelle des bibles. La bible, c'est ce qu'on présente à un producteur pour pouvoir faire un dessin animé, un projet de dessin animé de série. Et c'est au bout de la 10e ou 11e bible que un producteur m'a accepté le projet. D'accord. Et donc j'ai réalisé mon propre projet. D'accord, donc ça 10 ans après la fin de tes études. On ne devient pas réalisateur en sortant de l'école. Ah, peut-être qu'il y en a qui deviendront réalisateurs en sortant de l'école. Moi, ça a été un long parcours. Parce que c'est comme ça. Je pense qu'il y en a qui pourront le faire. En fait, il faut rassurer beaucoup de gens. D'accord. Le producteur, la chaîne, les investisseurs. Donc, je pense que c'est un peu plus dur en sortant de l'école. Même si d'ailleurs, il y a un programme court en sortant de l'école d'ailleurs qui existe. Où des aspirants réalisateurs font leur film. Et c'est un super tremplin pour eux, quoi. Et bon, pas pour moi. Moi, c'était 10 ans avant de réaliser. Donc t'es passé par quel poste avant d'être réalisateur ? Alors, avant d'être réalisateur, déjà, en sortant de l'école, j'ai pas travaillé directement dans l'anime. J'ai commencé à travailler dans une boîte, une start-up en fait, où je faisais des avatars 3D, des personnages sur le net. Au bout de 2 ans, ça ne me plaisait plus. Donc je suis retourné dans l'animation en faisant un projet. Donc en écrivant une bible graphique et littéraire. On a démarché toutes les boîtes sur la place de Paris, les boîtes d'animation. On a réussi à accrocher les gens au niveau graphique, mais jamais au niveau littéraire. Et donc j'ai commencé en tant que character designer pour Téléimage à l'époque sur Atomic Betty. Atomic Betty. Ouais. Atomic Betty, donc il y a eu 3 saisons, c'était une coproduction avec le Canada. Donc voilà, j'ai fait d'abord beaucoup de character design, donc sur ça, sur Sherlock Yak, sur plein de pilotes, bref. La plupart du temps, j'étais character designer. Donc, character designer, c'est le gars qui fait des personnages pour la série. D'accord. Finalement, qu'est-ce qui t'a amené à franchir le pas pour devenir réalisateur ? C'était vraiment un but que tu voulais atteindre depuis le début ? C'était un peu fortuit, un peu hasard ? En tant que character designer, bon, on a un poids parce qu'on fait les personnages, mais c'est quand même que les personnages, quoi. Je me disais. Donc, c'était pas assez. Donc, j'avais envie de faire plus, faire tout ça, et donc de décider complètement autant que je pouvais le faire. De ce qu'une série pourrait être. Donc j'avais l'envie aussi de faire mes propres projets. Donc ouais, alors au début c'était pas un but, mais au fur et à mesure ça l'est devenu. Au début je me suis dit ouais, c'est trop compliqué, et au fur et à mesure je me suis dit pourquoi pas moi, quoi. Je suis capable de le faire. Donc du coup toi t'as fait quand même d'autres postes, d'autres choses avant d'être réalisateur. Tu penses que c'est utile pour devenir réalisateur d'être passé par d'autres postes de l'animation ? Il me semble que oui, il me semble que de voir toute une chaîne de production, même si quand on fait son poste, on n'a pas la vision de l'ensemble d'une chaîne de production, on a quand même les mains dans le cambouis, quoi. On sait un peu comment ça fonctionne, donc on est à même, quand on réalise, de savoir combien de temps va mettre une personne pour faire telle ou telle tâche. Donc je pense que je sais pas sur d'autres domaines si on peut faire des choses sans connaître le métier directement. Je pense que dans l'anime, pour moi c'est important. D'accord. Ça t'a vraiment été utile d'avoir vu d'autres postes avant de... Ah ouais, c'est super important. Et puis ça permet de savoir là où on peut laisser les gens faire et savoir qu'ils vont bien faire le travail. Et là, il va falloir faire attention tous les écueils à éviter, quoi. Voilà, de savoir les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. D'accord. Justement, il y avait quelqu'un qui a posé la question de savoir comment travailler dans l'animation sans savoir dessiner, donc en tant que scénariste ou en tant que réalisateur. Et je pense qu'en tant que réalisateur, c'est très difficile. Moi, ça me paraît compliqué, ça existe. Il y a des réalisateurs qui le font, qui réalisent sans dessiner, parce que réaliser, c'est quand même, au départ, quand même raconter des histoires. Donc, effectivement, s'il est scénariste à la base, peut-être qu'il peut faire ça. Il y a quelque chose d'important dans l'animation, c'est qu'il faut quand même que cette histoire-là, qui est écrite avec des mots,
soit transformée en image. Donc on passe par une phase de storyboard. Et c'est à ce moment-là où le réalisateur d'animation, à mon avis, il a quand même un rôle super important de transposer le texte à l'image. Et forcément, en dessinant, c'est quand même plus simple, en connaissant un peu les cadrages, la composition, un tas de choses comme ça qu'on apprend quand on dessine. C'est plus simple. Et Wes Anderson a bien fait Fantastic Mr. Fox sans savoir dessiner. Donc oui, il a fait. C'est un film en motion capture. Ouais. Donc c'est possible. Pour moi, c'est compliqué. Je pense qu'il y a un truc important quand on réalise, c'est la crédibilité auprès de son équipe. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être compliqué d'arriver, de demander des choses et de pas être capable. Enfin, on peut pas. Moi, personnellement, je sais pas tout faire. Je suis pas très bon en décor, par exemple. Désolé, je le dis. Je suis pas très bon en décor, mais je sais à peu près. Enfin, comme je fais du storyboard, je sais ce dont on a besoin. Donc, aller voir son équipe et demander des choses quand on n'est pas trop capable de le faire soi-même, ça peut être plus compliqué. Il faut avoir au moins un domaine fort. C'est plus simple. Quand on a un domaine fort de compétences, je pense qu'on est plus crédible. C'est plus simple. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu gères dans la production d'une série ? En gros, comment se passe la réalisation d'un dessin animé dans les grandes lignes ? Comment ça se passe ? Alors, avant de commencer une série, il faut avoir un projet, donc il faut avoir écrit un projet, que ce soit le réalisateur ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc il va falloir faire une bible littéraire. Donc la bible littéraire, dedans on va donner le nom de tout, enfin bref, tous les personnages. Je pense que ça a déjà été expliqué dans des vidéos précédentes. Il y a tous les personnages, tous les tenants aboutissants, les enjeux de la série, etc. Les lieux, etc. Tout est décrit là-dedans. On passe à une bible graphique où tout va être mis en images, des personnages, des décors, des props, etc. Donc quand on réalise, on va commencer à mettre en place une sorte de schéma d'un épisode en fait. On va essayer de faire, alors dans les séries que moi j'ai pu faire, en tout cas c'était des formules à chaud. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une sorte d'épisode type, de mettre en place un épisode type, où on sait après comment ça va commencer, comment ça va se dérouler, quel sera l'élément déclencheur de la problématique, comment on la règle et comment ça se termine. Donc il y a une sorte de formule à chaud, une formule type. Donc le travail du réalisateur, c'est de mettre en place ça avec le directeur d'écriture. Et alors une chose super importante, c'est de monter une équipe. Donc une équipe pour faire ce travail-là. En général, le directeur d'écriture s'occupe de son équipe d'auteurs littéraires, et le réalisateur va s'occuper de travailler avec les graphistes, avec les storyboarders, les gens qui vont faire les décors, les personnages, etc. Le réalisateur, il est un peu chef d'orchestre, il est un peu central, il essaie de faire en sorte que le producteur, le diffuseur et les gens avec qui il travaille soient contents. Si en plus lui-même est content de faire avec le résultat, c'est le bonheur. Donc voilà, c'est un peu ça le travail. Donc au jour le jour, c'est de lire des textes, d'aller les annoter, de voir avec le directeur d'écriture comment on peut changer les choses si ça va pas, de voir des storyboards, de voir si ça fonctionne bien, de voir si ça rentre dans un truc super important, c'est le budget de la série. C'est quand même un aspect super important d'une série aujourd'hui, comme respecter un budget et un calendrier, quoi. Donc vérifier les storyboards, checker tous les designs de chacun, donc du character designer, du props, FX, décor, de checker le layout, de checker l'animation, de checker le montage, des animatiques et des épisodes finis, de checker le compo, de checker le son, d'assister aux séances d'enregistrement avec les comédiens. Et avec la personne qui fait les SFX, le sound design en fait, qui s'occupe du son des éléments, donc checker avec elle aussi, et le musicien. Donc voilà, on a plein d'ingrédients et on essaie de faire un bon gâteau. Donc on essaie de tout mettre ensemble et que le gâteau ça ressemble vraiment à un bon gâteau et pas à des lasagnes. Donc ça ressemble à ce qu'on voulait faire. Ok. Donc un réalisateur, en fait, toi, quand tu travailles sur une série, t'es présent vraiment du début à la fin. Oui, après oui, on est présent du début à la fin, parce qu'en fait on est même présent avant même le début de la série, puisque avant de faire la série, il y a souvent un pilote ou un teaser de la série. Donc ensuite, voilà, quand la série commence, donc de la pré-prod, là où tous les gens vont commencer à travailler, à faire des storyboards, à écrire les scénarios, à faire les storyboards, à faire les décors, les personnages, les props, etc. J'énumère parce que c'est vraiment un travail d'équipe et c'est un travail plutôt lourd. Donc avant d'être sûr de lancer la machine, de lancer le bateau,
et qui sera difficile de dévier à une fois qu'on sera parti. Il faut être sûr d'avoir le bon cap, quoi. Parce que de toute façon, il y aura des tempêtes et il y aura plein de choses qui vont faire en sorte que vont vouloir faire couler le bateau, mais nous, on garde le cap. D'accord. Donc en fait, tu supervises tous les artistes de la série. Ouais, oui. T'as déjà écrit des scénarios? Tu interviens sur les scénarios? Alors moi, j'ai jamais écrit personnellement directement un scénario. Un scénario, on dit? Un scénario? Je sais pas quel. On sait jamais. Hein. Des scénarios Des histoires. J'ai jamais écrit l'histoire directement. Et, j'interviens quand même dans les histoires avec les auteurs quand ils donnent les premiers synopsis sur ouais, on va aller dans ce sens-là ou pas du tout. Peut-être on peut le transformer comme ci ou comme ça. La série que j'ai faite moi, Marcus Level, donc c'était une série sur le jeu vidéo. Et en l'occurrence, j'avais une connaissance du jeu vidéo, en tout cas ceux que moi je connais bien, auxquels j'ai joué. Donc je pouvais un peu orienter les scénaristes sur des choix, et des envies que j'avais moi personnellement. D'accord. Et t'as parlé des comédiens, pareil, tu choisis les comédiens? Comment tu travailles avec eux? Avec les comédiens, comment ça se passe en général? Le producteur a l'habitude de travailler avec un studio son en fait, et eux-mêmes ils font appel à une directrice de casting qui va s'occuper de trouver des comédiens qui correspondront au rôle des personnages. Donc moi je discute un peu avec le directeur, la directrice de casting pour savoir quelle idée j'ai sur les personnages, sur leur voix. Alors un truc qui était sympa pour moi à faire, c'est que sur Marcus Level, je faisais les voix témoins. Alors, les voix témoins, c'est une fois qu'on a fait le storyboard, on fait ce qu'on appelle l'animatique. Donc on monte un épisode en noir et blanc, sans que ce soit animé, pour pouvoir avoir un épisode complet de 11 minutes 30. Et donc on fait les voix dessus. Donc moi je faisais les personnages masculins sur Marcus, et puis j'avais Céline Gobinet, coucou, qui était directrice de storyboard en fait, et qui s'occupait de faire les voix féminines. Qui a très bien fait son travail. Et du coup moi j'avais déjà une idée des voix des personnages. Donc j'ai donné ça au directeur de casting. Donc ça donnait déjà une première idée. Ensuite, avec des vrais comédiens, ça beaucoup plus belle voix. Et voilà comment ça se passe avec l'interview. Quelqu'un avait une question spécifique par rapport au doublage. C'est sur le fait de parfois caster des célébrités qui n'aiment pas du tout le doublage, qui ne sont pas du tout formées au doublage. Pourquoi les gens font ça? Et spécifiquement, la personne prenait l'exemple de Cyril Hanouna qui vient d'être casté dans Sausage Party. Je pense que c'est assez évident, ils prennent des gens connus en pensant pouvoir faire une promotion plus facilement sur la série, puisque c'est ce qu'on fait aux États-Unis aussi, ils prennent des gens très connus, mais c'est pas pareil, parce qu'aux États-Unis ils prennent des comédiens qui vont faire les voix dès le départ, donc ils vont insuffler déjà une identité au personnage, puis après les animateurs vont pouvoir suivre. En France, quand on prend une série américaine et qu'on veut la doubler en France, donc on reprend des stars pour pouvoir faire la promotion du film, puisqu'en fait c'est le comédien qui va venir parler du film devant la caméra. Et t'en penses quoi du coup de ça? Je pense que c'est un peu dommage pour les vrais, j'allais dire, comédiens de doublage, moi j'en ai rencontré donc sur la série sur laquelle j'ai travaillé, et qui sont fabuleux, quoi, qui sont très très bons dans leur domaine, qui savent très bien le faire, qui sont d'ailleurs comédiens aussi. Donc voilà, c'est dommage de penser que ça... Enfin, en tout cas, de penser que ça va promouvoir, peut-être oui. De penser que le produit sera meilleur, je suis pas sûr. Il y a combien de temps entre la réalisation d'un épisode et sa diffusion? Ouais, je saurais pas dire en fait combien de temps il faut entre... Enfin... faut créer le scénario, donc allez, on va dire que ça va prendre combien de temps un scénario? 2 mois. 2 mois à écrire un scénario? Faire un storyboard, ça dure 1 mois. Après, il faut faire toute la création. La création, ça prend près d'une semaine, des décors, personnages, etc. Après, il faut faire la mise en couleur de tous les personnages, de tous les décors. Faut faire animer, et ça va reprendre encore 1 mois à animer. En plus, après, il faut faire le montage, il faut faire la musique. Tout. Franchement, je vais pas dire de conneries, mais je sais pas, 4-5 mois, 6 mois pour un épisode. C'est tout? Je sais pas, parce que moi, les épisodes sur lesquels je travaille, si tu veux, j'ai quand même l'impression que tu les écris et ils sont diffusés 1 mois et demi après. Alors en fait, les chaînes vont diffuser les épisodes une fois qu'ils en ont assez. Une fois qu'ils en ont au moins, je sais pas, peut-être 12 ou 20, on va dire, pour pouvoir commencer à diffuser, à fidéliser un peu les gens pour regarder. Parce qu'ils sont qu'un épisode et puis que le second n'est pas prêt, ça la fout mal, quoi. Justement, sur les questions de rythme, quelqu'un
te pose la question de savoir si la cadence est vraiment aussi infernale qu'on nous raconte et ce que tu en penses. Pour la fabrication, en fait, au début, c'est comme si on partait de l'Europe, on part doucement et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on avance, en fait, il y a de plus en plus d'eau, en fait, il y a de plus en plus de travail à faire, quoi. Et il y a bien un moment, on est en plein milieu et en gros, il y a une tonne de travail parce qu'il faut faire, il y a plein d'épisodes. Tout se passe en même temps. Ouais, il y a plein d'épisodes qui sont à plein d'étapes différentes dans le processus et il faut essayer de gérer tout ça. Donc il y a un moment où tout devient prioritaire. Moi, ça m'est arrivé, c'est assez drôle, j'étais en salle de montage avec une animatique et j'ai eu 5 personnes qui ont me voir en me disant Ahmed, il faut faire ça, c'est prioritaire. Ahmed, après tu viendras, il y a ça, c'est prioritaire. Donc tout est prioritaire en fait. Il y a un moment où effectivement il y a beaucoup de travail. Donc c'est le moment où il ne faut pas perdre pied, il faut rester assez calme et prendre les choses comme elles arrivent à une période. Donc de toute façon, clairement tout est prioritaire. Donc voilà, il faut essayer d'éliminer le travail au fur et à mesure. De toute façon, et ça revient tout le temps. Mais il y a beaucoup de travail, c'est sûr, mais c'est grisant d'avoir des décisions à prendre, d'être écouté, de dire ce qu'il faut faire et d'avoir les avis des autres. Enfin, quand on réalise, c'est super. Alors, encore plus quand c'est son projet, j'imagine, parce que y a plein de gens qui sont là et qui font en sorte que la petite idée qui était dans la tête au départ devienne quelque chose qui va être vu par des millions de personnes à travers le monde. Ok. Quels sont les divers facteurs et contraintes qui peuvent intervenir dans l'animation et à quel point ça peut affecter effectivement toute la production? Alors moi, la plus grosse difficulté pour moi, c'était de réussir à allier les envies de beaucoup de protagonistes, quoi. Il y avait mon envie personnelle sur ce que je voulais faire de la série. Il y a l'envie du producteur, il y a l'envie de la chaîne, et il y a l'envie des gens avec qui on travaille aussi. Donc c'est ce qui est assez compliqué, c'est que parfois les envies sont divergentes, les envies et les avis sont divergents, ils n'ont pas toujours tous la même idée de la série. Soit même quand on l'a fait, au fur et à mesure, ça évolue en fait, l'envie qu'on a pour la série. Donc ça c'était plus compliqué, de faire en sorte que tout le monde soit content avec ce qu'on fait. Alors souvent ça passe par des compromis. Ce qui est dur parfois le compromis, c'est que le compromis, je vais dire, il ramollit un peu l'idée initiale, quoi. Et ça c'est plus dur, quoi. Ça c'est plus compliqué. Quand t'es obligé de mettre de l'eau dans ton vin. Ouais, voilà, mettre de l'eau dans son vin, et aussi parfois de frustrer les gens avec qui on travaille. Moi je crois avoir frustré pas mal de scénaristes parce que y a parfois des choses qu'on pouvait pas faire ou qui me semblaient pas aller dans le sens de la série ou de ce que je voulais faire du concept. Donc il y a beaucoup de trucs que j'ai retouchés. Donc je sais que c'est un peu compliqué pour un scénariste. Pareil pour tous les corps de métier, quoi. C'est compliqué. Moi, ce que je me dis, ce que j'essaie de faire quand je réalise une série, c'est de faire en sorte que chacun s'y retrouve, que chacun puisse donner son avis et donner de son talent pour la série. Tant que ça va dans le bon sens, on va dire, tant qu'on va toujours dans la même direction, ça va. Je laisse une assez grande liberté aux gens avec qui je travaille. Si parfois ça va pas dans le sens où là il faut dire non, ça va pas, donc on va changer, on va pas faire ça comme ça. Donc le but c'est de pas frustrer les gens. Dans les métiers de création, c'est assez dur parce que chacun a, je dirais pas de l'ego, chacun a une envie de montrer un peu ce qu'il sait faire, de prouver aux autres ce qu'il sait faire, de montrer ce qu'il sait faire, de s'exprimer. Et parfois il y a un côté non, on fera pas comme tu penses qu'on fera, et ça peut être frustrant. Donc voilà, c'est de gérer ça. Et du coup, tu trouves que ça affecte le résultat final de devoir faire avec tous ces avis il y a ça, et il y a ça, et il y a une contrainte qu'il faut prendre en compte, qui est énorme, même deux, c'est l'argent et le temps. C'est, je pense, un des trucs les plus importants, c'est de respecter le budget et le timing, en fait. C'est que si on n'a pas l'argent pour faire la série qu'on veut faire, c'est pas la peine, quoi. Il faut faire des choses qui sont en mesure du budget qu'on a, en fait. Ça sert à rien de vouloir faire quelque chose, des trucs super, on peut faire un truc très joli, avec des super plans, la caméra tout en 3D, machin et tout. Si on peut pas le fabriquer, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut vraiment respecter le budget. Donc de plus en plus, moi je m'intéresse au budget. Avant, je voulais pas savoir, je me dire, voilà, artistiquement, ça va me gêner et tout. Aujourd'hui, je me dis c'est super important de savoir combien coûte la série, voilà, pour être en adéquation avec ce qu'on va rendre. Et de respecter le temps de fabrication, puisque la chaîne va vouloir pouvoir diffuser un certain nombre d'épisodes à un moment précis.
Et de toute façon, on a des pénalités si on ne rend pas se rend pas les épisodes en temps voulu. Donc voilà, il faut respecter ça pour le producteur, pour le diffuseur et pour le téléspectateur. Donc du coup, juste je précise, j'ai les questions que vous avez posées, je les ai sur mon téléphone. Du coup, question suivante. Justement, en tant que réalisateur, quel est le poids de ton avis sur la production d'une série? Est-ce que tes choix priment et sont tes lois? Ou est-ce qu'on te considère comme juste un faiseur? Alors, mon cas est particulier, enfin, je ne mets que tous les cas sont particuliers, mais sur donc Marcus Level, l'avantage c'est que je suis l'auteur de la série, donc j'ai inventé le concept de la série. Donc en l'occurrence, mon poids était... le producteur a fait en sorte que mon avis compte quand même fortement, quoi. D'ailleurs, parfois c'était un peu mon joker, quand parfois il y avait des réunions, il y a des décisions qui devaient être prises sur tel épisode, tel design, etc. Je chantais mon joker, l'auteur, respecter un peu mon travail d'auteur, et donc ça me permettait parfois de sortir de faire en sorte qu'on écoute ce que je fais. Bon, c'est un peu... c'est pas le truc que je faisais tout le temps, hein, parce que moi je fais en sorte que plutôt les gens travaillent ensemble, soient contents de travailler sur ce qu'ils travaillent, mais ça m'a pas mal servi. Par contre, parfois, ça l'est pas du tout. Moi, parfois j'avais l'impression d'être un technicien. Il y a un moment où il y a tellement de choses à faire que forcément on est moins attentif à chaque étape, puisqu'à priori on l'a mis en place dans les 10-12 premiers épisodes. Il y a un moment où ça doit rouler, et il y a un moment où il faut fabriquer tout ça, quoi. Le moment où effectivement il y a une tonne de travail et tout est fait en parallèle. On va dire, on est un peu moins, pas moins vigilant, mais forcément le travail qu'on a à faire, il est sur plusieurs tâches différentes. Donc il y a un moment où on a l'impression d'être j'ai eu parfois l'impression d'être un technicien qui fabriquait des images, quoi. Donc c'est parfois assez difficile, quoi. Oui, même si souvent les réalisateurs ne sont pas auteurs, il faut absolument s'approprier le travail. Il faut absolument le plonger dedans sans se dire non, c'est pas moi qui l'ai fait, je m'en fiche. Il y a quand même un peu de la personnalité du réalisateur qui doit être vue dans le projet, même s'il y a des choses commerciales, etc. Justement, il y avait une question là-dessus. Quelqu'un se demandait si, dans des séries d'animation, s'il y en a qui existent où on voit la patte du réalisateur, comme on peut voir la patte du réalisateur dans du cinéma d'auteur, par exemple. C'est plus souvent moi, ce que je connais, des productions plutôt anglo-saxonnes ou américaines, où c'est souvent des auteurs-réalisateurs, en fait. L'auteur de Gravity Fall ou de Gumball, toutes ces séries-là, c'est leur série, c'est leur idée, c'est leur patte, en fait. Donc on reconnaît leur style, quoi, de réalisation. Pareil pour Adventure Time. C'est un peu plus rare en France, où c'est plutôt souvent des projets initiés par des producteurs, ils vont trouver un auteur pour travailler dessus, et ensuite un réalisateur pour travailler dessus. Alors, c'est plus simple aussi avec les chaînes américaines, puisqu'ils sont producteurs et diffuseurs. Une chaîne Cartoon Network ou Nickelodeon, voilà, le projet ils le cernent mieux, puisque ils sont en accord avec eux-mêmes, on va dire, quoi. En France, c'est plus compliqué, puisqu'il va y avoir un producteur, un réalisateur, un diffuseur, donc qui est autre, et parfois même souvent un autre diffuseur, parce que pour une série, il faut pouvoir la vendre dans le monde entier, et pas seulement sur un territoire. Et parfois les avis sont très divergents, quoi. Ce qu'aime un Allemand n'est pas ce qu'aime un Américain. Donc il faut mettre tout ça en place, et donc forcément ça fait des compromis, comme je disais tout à l'heure. Et parfois ça aplanit un peu les aspérités d'un projet qui pourrait être plus vivant si on permettait de faire des choses avec des erreurs ou des... Une autre question d'un abonné sur la chaîne. Pour toi, quelle serait la différence entre un réalisateur de live action et d'animation, entre un long métrage et une série? La différence elle est assez simple, c'est que on n'a pas toute la machinerie à mettre en place, à aller sur place. On est plein de caméras, plein de matériel, plein de personnes, de gérer des vrais acteurs et leur cachet d'ailleurs. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est déjà ça. Et dans l'animation, on a une grosse liberté, puisqu'on peut pratiquement tout faire. On a un choix graphique qu'on met en place. Un réalisateur de live, on va dire, même si aujourd'hui il y a beaucoup plus de moyens avec la 3D, etc.,
il peut être plus créatif, mais tout doit être assez réaliste, on va dire. Dans l'animation, il y a de la 3D maintenant. D'ailleurs, il y a maintenant des films d'animation comme L'île de la jungle. Enfin, c'est des films d'animation. Ils appellent ça des films live. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que l'animation ça se vend moins bien. Mais tous les animaux sont en animation 3D, etc. Bon, bref. Et toi, justement, tu préfères la 2D ou la 3D? Est-ce que je préfère... j'ai plutôt fait souvent la 2D, parce que moi, je suis issu de la 2D, même si j'ai fait une formation en animation 3D. À l'époque, j'avais l'impression de dessiner avec des gants de boxe, quoi. J'avais l'impression que je faisais pas ce que je voulais exactement, quoi. Il y a quelque chose dans le dessin de plus direct, quoi, pour moi, de plus intéressant de la ligne, qui m'intéressait plus que dans la 3D. Aujourd'hui, on fait des choses de plus en plus jolies en 3D, on va dire pas forcément réalistes. On cherche on cherche des intérêts graphiques différents, donc c'est un truc qui m'intéresse aussi. Je suis pas bloqué à faire que la 2D. J'ai fait beaucoup de 2D aujourd'hui, mais faire de la 3D, c'est plutôt un peu intéressant. D'accord. On parle toujours de réalisateurs, mais y a-t-il des réalisatrices? Oui, des réalisatrices, et il y en a de plus en plus. Moi, j'ai travaillé... ma première série sur laquelle j'ai travaillé moi en tant que character designer, c'était avec une réalisatrice. Donc oui, il y en a. Il y en a de plus en plus. Après, on n'a pas beaucoup encore. Je crois qu'il y a quand même plus de garçons qui font ça encore. Pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Je saurais pas dire. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'anime, et de plus en plus. À mon époque, dans les classes d'animation, il y avait 3 filles pour 20 garçons. Aujourd'hui, c'est 50-50, voire même parfois plus de filles que de garçons. Donc j'imagine que c'est une histoire de temps, qu'il y ait de plus en plus de femmes, encore plus qu'aujourd'hui. Combien gagne un réalisateur de séries d'animation? Alors combien gagne un réalisateur? C'est très variable, hein. Bon, a priori, c'est un poste qui est plutôt bien payé. J'ai l'impression de moins en moins bien payé. Il y a la crise qui est passée par là pour tout le monde. Allez, on va dire que ça peut aller de 5 000 € au mois et monter à... Alors là, je sais pas jusqu'où ça peut monter, mais ça peut monter très haut puisque ça dépendra de la notoriété du gars, quelle chaîne il travaille, quel producteur, quel est le projet. Voilà. D'accord. On va dire un minimum 5 000. D'accord. Donc en plus d'un salaire que le réalisateur peut toucher, il y a aussi ce qu'on appelle les droits d'auteur, parce que le réalisateur il est auteur aussi de la série, comme peut être l'auteur graphique ou littéraire, et donc il a à peu près 10% de droits d'auteur sur la diffusion des épisodes. Donc à chaque fois que la série sera diffusée, enfin c'est dégressif, je crois que c'est la première fois qu'il a un montant, la première fois que c'est diffusé, ensuite ça baisse sur les autres diffusions, mais il a aussi donc des pourcentages sur la diffusion, donc il va toucher aussi l'argent, c'est pas un salaire, mais il touchera encore de l'argent selon la diffusion de l'épisode. D'accord, donc salaire et droit d'auteur. Salaire et droit d'auteur, ouais. Est-ce que tu as des conseils pour des étudiants, des gens qui voudraient se lancer dans l'anime ou dans la réalisation? Dessiner beaucoup, de regarder beaucoup de films, pas forcément d'animation, de tous les films, et d'essayer de storyboarder. Je pense pour réaliser, faire du storyboard, c'est super important. Parce que faire une série, c'est raconter des histoires, et raconter des histoires dans l'animation, c'est faire des storyboards. Donc je crois que s'il y avait un domaine fort dans lequel il faut mettre de l'énergie, c'est le storyboard. Et le scénar, on va dire. Mais c'est super important. Je pense qu'il fera la différence, c'est de savoir aborder, quoi. D'accord. Sinon, voilà, dessiner beaucoup, regarder beaucoup de choses, s'intéresser à plein de domaines différents. Il faut vraiment essayer de s'intéresser à plein de choses différentes. Ouais. Et pas que des films, etc. Que des films. Un peu pour terminer, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? D'être heureux d'aller au travail, déjà. D'être content de me lever pour aller au travail. Ce que j'adore, c'est d'avoir plein de gens de talent autour de moi. C'est quelque chose qui booste, quoi, d'avoir des gens qui ont des compétences, qui aiment ce qu'ils font, et de faire en sorte qu'on soit une bonne équipe, que tout le monde travaille ensemble, que les gens soient contents de venir travailler. C'est essentiel. Pour moi, je parle de plein de choses sur la réalisation, et j'ai pas s'appuyer sur le fait que c'est un travail d'équipe.
essentiel. C'est essentiel d'avoir une bonne équipe. C'est un travail assez dur quand même, c'est pas évident. Donc pour moi, c'est important de constituer une superbe équipe, des gens volontaires, et d'écouter les avis de tout le monde. Tout le monde a un avis, c'est un peu comme dans Ratatouille, quoi. Tout le monde, c'est que on sait pas qui aura la bonne idée. C'est pas la hiérarchie, quoi, forcément la bonne idée. Tout le monde a une bonne idée. C'est d'essayer de pouvoir écouter tout le monde, quoi, et du coup de rendre un résultat qui va plaire aux producteurs pour qui on l'a fait, aux diffuseurs, et en espérant que le téléspectateur va être au rendez-vous, quoi. C'est un paramètre qu'on maîtrise pas. Donc Imprévisible. c'est imprévisible, complètement imprévisible. Il n'y a pas de recette. Donc voilà, c'est faire les choses avec cœur, avec envie, d'avoir l'équipe, une superbe équipe autour de soi qui a envie aussi de montrer, d'être positif, toujours d'être positif avec les gens, d'essayer voilà, qu'ils soient heureux de travailler, quoi. Ça, c'est important. Si les gens sont contents, et ben moi je suis content, et puis a priori le produit sera peut-être bien ou mieux. Et dernière question, est-ce que tu as des séries à nous recommander? Ça peut être n'importe quoi, tes séries préférées, les trucs récents, séries d'animation françaises ou pas du tout? Alors récemment, je viens juste de terminer, je suis un peu en retard, mais je viens de regarder L'attaque des Titans. Oui, c'est vachement bon. Qui est super. Alors moi je suis peu japonais, mais j'en ai regardé quelques-unes, mais en tout cas celle-là elle est super. Alors c'est pas du tout mon univers, c'est pas un truc où je me sentirais à l'aise de faire ce genre de truc, mais c'est super intéressant comme série. Il y a Gravity Falls, qui est une série qui est aussi feuilletonnante, qui peut on peut apprécier les épisodes indépendamment les uns des autres, mais c'est un peu feuilletonnant, donc je trouve qu'il a trouvé une bonne formule. Il y a Over the Garden Wall, qui est très superbe, il y a une ambiance particulière dedans. Voilà, Gumball, j'adore Gumball, voilà le genre de série que je regarde moi. D'accord. Il y a le Mickey Mouse cartoon de Disney. Ah, le nouveau ? Le nouveau qui est génial. Moi je suis plus proche de cet univers-là dans ce que je fais. Là je travaille sur un projet qui sortira pas tout de suite, parce qu'on met du temps avant de faire une série, mais qui sera du cartoon pur, donc la course-poursuite, des beaux posings, tout ça. Donc ça c'est un prochain projet qui arrivera bientôt, et c'est dans cet esprit-là, quoi, du cartoon de Tex Avery ou de Mickey Mouse. D'accord. Ouais. Okay. Et en série française ? Et en série française, qui est aussi une très belle série, en série française il y a Marcus Level, qui est une super série. Non mais ça pas moi. C'est trop facile. En série française, j'aime beaucoup, c'est con si je ne me rappelle pas du nom, c'est Les As de la Jungle. C'est à Toulouse, ça ? À Toulouse, stade de production. J'aime beaucoup cette série, je la trouve fraîche, je trouve que c'est une série 3D où ils ont mis les moyens, où ils ont des talents pour faire des belles choses. Donc voilà, c'est ça que j'aime beaucoup en série française. C'est pas la 2D, c'est la 3D. Ok. Voilà. Ah non. Il y en a d'autres. Bon. Ok, c'était tout. Bon, voilà, toutes les questions qui t'ont été posées. Merci beaucoup d'être prêté à l'exercice. Je t'en prie, Alice, parce qu'on m'a demandé avec le peu d'expérience que j'ai de parler de mon métier. Non, manière, c'est ce dont on avait parlé à la base. L'idée de ces vidéos, c'est pas de dire je veux dire un réalisateur qui va vous expliquer tout ce que c'est la réalisation, c'est plus qu'il va vous offrir son expérience et son point de vue. Si j'ai le temps, j'en ferai d'autres points de vue de réalisateur, ce serait intéressant, mais... Très bien. Merci. Merci, à la prochaine. Merci. Un petit coucou à mes enfants. Aïssa, Isaac, je suis sur YouTube. Et merci à vous et à bientôt. Je ne sais pas quelle vidéo ce sera. Ciao. Ciao. Une caméra vidéo. Une caméra vidéo. Il y a pas... Ah oui. L'occasion s'est représentée et je suis mort par un chat. Alors en fait, il a grippé par mon chat, mais c'est le moment. Voilà, il y a un petit chat là. Qui m'agresse pendant que... Alors si je fais des petites carettes et tout, c'est juste le chat. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas comme le canapé.